Ok, très bien. Donc, l'enregistrement a commencé. C'est bon, je peux Oui, commencer? absolument. Ok, parfait. Donc, comme je disais tantôt, cette présentation consiste à parler de la 5G. Elle a été préparée par Ben, Maria, Patricia et moi-même, qui sont tous ingénieurs chez Nokia. Comment ça va se passer? Nous allons parler de la 5G, nous allons parler également, en tout cas, de divers éléments qui vous permettront de comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle technologie, qui est considérée comme une révolution complète hein, par rapport à tout ce qui existait avant. Et je disais tantôt qu'il y aura une série de quiz tout au long de la présentation. On a concocté pour vous 4 sets de quiz. Les quiz se feront via l'outil Kahoot, pas besoin de télécharger, mais sinon vous pouvez le faire aussi via vos téléphones. On vous enverra le lien au moment venu et ensuite il suffira juste de rentrer euh, le code PIN du jeu et choisir un pseudonyme qui, j'espère, sera le plus proche possible de votre prénom ou en tout cas quelque chose d'assez facile à lire. Et la règle des Kahoot, c'est la rapidité et aussi répondre juste. Donc, si des personnes répondent juste à une question, la personne qui aura répondu le plus rapidement aura beaucoup plus de points. Ensuite, nous allons répondre à vos questions, soit tout au long de la présentation ou à la fin. Nous prendrons un petit créneau pour répondre aux questions qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas apporté des réponses. Et à la fin, nous allons constituer ensemble un nuage de mots. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc, à l'agenda, nous allons faire une brève introduction pour parler d'abord de Nokia et ensuite à l'évolution de Nokia au fil du temps. Et dans la seconde partie, nous allons parler de la 5G proprement dit sous divers aspects. Pourquoi la 5G? Quels sont vraiment les éléments qui motivent la 5G? Pourquoi la 4G n'est pas suffisante aujourd'hui? C'est une question qui revient souvent. Quels sont les prérequis techniques de cette technologie? Nous allons parler aussi des cas d'usage, très importants. Et pour finir, des aspects techniques. Et dans un troisième chapitre, nous allons nous présenter notre travail chez Nokia et aussi parler de notre parcours académique. Sans plus tarder, nous allons aller vers le premier point qui est l'introduction. Et j'aimerais poser une question tout de suite. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait chez Nokia? Vous pouvez répondre dans la partie Q&A, n'hésitez pas à répondre. Qu'est-ce qu'on fait chez Nokia à votre avis? Xavier, est-ce que vous voyez des réponses? Est-ce que je... Oui, je vois Loïc qui répond de l'équipement pour les réseaux et des téléphones. De la R&D aussi. Voilà, il y a Antoine qui dit de la R&D. Qui dit mieux? Ne soyez pas timide, hein, répondez. R&D, Babacar. Très bien. Bon, merci Loïc, Antoine et Babacar pour vos réponses. Votre réponse, il y a des éléments vrais dedans, il y a d'autres éléments qui sont plus applicables de nos jours. Donc, tout de suite, j'aimerais tuer un mythe, ou en tout cas, quelque chose qui est jusqu'à présent ancré qui est ancré chez le grand public. Et non, Nokia ne fabrique plus de téléphones. Je sais que ces téléphones ont fait le bonheur de beaucoup de gens à travers des jeux de serpents et autres, mais Nokia ne fabrique plus de téléphones. En fait, aujourd'hui encore, nous voyons des téléphones sous la marque Nokia, mais Nokia a vendu sa licence à une entreprise finlandaise qui s'appelle HMD Global. En fait, HMD, c'est une entreprise qui a été fondée par d'anciens Nokia et qui a repris, qui a repris sous son aile Android One l'activité des téléphones mobiles, en fait. Donc, Nokia, la marque et une partie des brevets que Nokia avait vendus à Microsoft en 2014 a cédé cette partie de HMD Global. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons encore des smartphones sous la marque Nokia. Donc, qu'est-ce que fait Nokia de nos jours? Nokia, en fait, développe des équipements d'accès radio. Ce sont des stations de base, des modules baseband, aussi du software et des licences qui vont avec ces équipements-là. Et les clients principaux de Nokia, ce sont les opérateurs de téléphonie, mais aussi les marchés verticaux.
Parlons maintenant de l'évolution de Nokia au fil du temps. Nokia est une entreprise qui a su se réinventer à chaque fois, qui est resté vraiment, qui a su à chaque fois rebondir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Nokia, c'est une entreprise qui a été créée en 1865. Et est-ce que quelqu'un peut me dire la première activité de Nokia? Qu'est-ce que Nokia fabriquait à ses tout débuts? N'hésitez pas à répondre dans le chat. À votre avis, qu'est-ce que Nokia faisait, sa première activité? Je ne vois pas encore Des de réponse. téléphones. Il a répondu quelqu'un. Des Ok, télégraphes, des Des vélos, vélos. ok, très bien. Ok, papier. donc, ouais, papier, d'accord. Donc voilà, voici ce que Nokia faisait à, tous ses, à ses débuts, en fait. Donc, celui qui avait dit papier, celui qui avait dit papier a tout à fait raison. Nokia faisait aussi des bouts en caoutchouc et faisait aussi des papiers. Ensuite, Nokia a pris le virage pour s'engager dans la fabrication des téléphones. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transition de Nokia vers la télécommunication a commencé dans les années 90. Pour la petite histoire, hein, le premier appel GSM a été passé via un équipement Nokia. Et ce succès rapide a permis à Nokia de devenir, dans les années 98, le meilleur vendeur de téléphones dans le monde. Et par exemple, en 2003, Nokia a introduit le premier téléphone avec la caméra. Et en 2011, pour adresser vraiment la compétition qui venait d'iOS, iPhone et Android, Nokia est rentré dans un partenariat stratégique avec Microsoft. Et c'est dans ce sens qu'en 2014, que Nokia a cédé sa division mobile à Microsoft. Donc, voilà, j'ai parlé des années 90 tout à l'heure. Et ensuite, en 2014, Nokia a vendu sa division mobile à Microsoft. En 2015, Nokia a fait une opération très importante en achetant Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent, qui était à l'époque un groupe franco-américain, qui fabriquait également des équipements d'accès radio. À travers ces transactions-là, Nokia a pu augmenter son empreinte sur le marché, notamment français, hein, et aussi d'autres marchés mondiaux où Alcatel était présent. Par exemple, des opérateurs comme Orange, qui utilisaient des équipements Alcatel, ont fait ce qu'on appelle le swap, c'est-à-dire ils ont changé ces équipements d'accès radio Alcatel vers Nokia. Donc ça a permis à Nokia d'élargir son marché à travers cette opération en achetant Alcatel-Lucent. Parce que avant cette opération, il me semble, il y avait que Free Mobile qui utilisait 100% des équipements Nokia en France. Et en 2018, Nokia a fait aussi une opération très importante en achetant SpaceTime. En fait, SpaceTime, c'est une entreprise qui est dans le domaine de l'IoT. Donc, ceci a permis à Nokia d'augmenter vraiment son portefeuille dans ce domaine-là, sachant que l'IoT, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un élément important de la 5G, en tout cas en termes de use case. Et en 2020, Nokia a acquis Elenion. Elenion fabrique ce qu'on appelle des SoC, des systèmes on chip, pour la partie, pour les engins, pour les optical engines, aussi les data centers et la partie networking applications. Ben, c'est le moment de faire le premier quiz. Vous êtes prêts? Je vais envoyer le lien dans le chat. Et ensuite, je vais lancer le quiz. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, très bien. Un instant. Comment ça va marcher? C'est-à-dire que les questions seront affichées sur mon écran. Les questions seront affichées sur mon écran et ensuite, il faudra regarder mon écran. De votre côté, vous verrez uniquement des codes couleurs correspondant à chaque réponse. Donc, il faut aller sur kahoot.it. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre ça dans la partie chat? Est-ce que quelqu'un peut envoyer ce lien-là? Je n'arrive pas à écrire.
Kahoot.it, ouais. Ok, très bien. Il y a quelques personnes qui sont déjà là. Très bien. Ensuite, vous me dites quand c'est bon pour tout le monde. On est 34 sur le call. Donc, il doit y avoir environ une vingtaine d'étudiants, c'est ça, 25? Allez-y, continuez à vous connecter. Je vois 20 personnes connectées pour l'instant. Dois-je m'attendre à combien de connexions? Ce qu'on avait dit au début, qu'il y avait 51 inscrits, mais il y a peut-être des étudiants qui sont regroupés ensemble. Donc, a priori, peut-être qu'on devrait arriver une trentaine peut-être de connectés. Peut-être on devrait, à mon avis, arriver au seuil là, d'ici peu. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des soucis à se connecter? Moi, je vois. En fait, là, il y a 29 connexions, là. Donc, et en comptant Florence et Xavier aussi. Donc, je pense qu'on oui, donc on n'est est pas pas mal là. Ouais, ok, bon. Ouais, donc on peut y aller. Je vois 21 personnes qui sont connectées, donc on va y aller. Peut-être qu'il y aura une petite musique de fond, donc c'est juste pour mettre un peu de suspense, hein, donc n'hésitez pas. Il ne faut pas que ça vous déconne. Quelqu'un qui n'arrive pas à se croire. Ouais. Il y en a qui n'y arrivent pas? Oui, il y a Babacar qui n'y arrive pas. C'est bien Kahoot, hein. Ouais, c'est Kahoot.it, ouais. C'est Kahoot.it. On a 23 personnes. Bon, je pense que pour ce premier quiz-là, juste le temps, les gens puissent se connecter. Donc, pour la prochaine fois, ça ira plus vite. Bon, on va pouvoir commencer. Les gens qui n'ont pas réussi à se connecter cette fois-ci, ils auront l'occasion de répondre au second quiz. Allez, c'est parti, à vos marques. Deux, un, go. Bravo à ceux qui ont pu répondre. Deuxième question. Ok, parfait. Moment de vérité. On verra qui est sur le podium. Ah, il y a Thomas qui est troisième. Karen, deuxième. Bravo à moi, qui est premier. Je ne sais pas qui c'est. Il y a une personne qui s'est fait appeler moi qui est premier, donc bravo à cette personne-là. Nous allons reprendre les cours de notre présentation. Je vais passer la main à Ben, qui va pouvoir continuer à présenter pour la partie qui suit. Alors, Ben, est-ce que tu es capable de demander la main?
Oui, là, j'ai fait un request. D'accord, je n'ai pas encore reçu. Ah oui, approuve. OK, très bien. Donc, je te laisse la main. Vous m'entendez bien? Tout est OK? Oui, parfait, on t'entend très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Ben. Je vais faire une petite introduction sur la 5G. Alors, voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce que la 5G? Qu'est-ce que ça... Quand vous entendez parler de la 5G, vous vous dites, qu'est-ce que vous vous dites? Je ne vois pas encore de réponse. Alors, pour faire simple, la 5G, elle vient juste après la 4G qui précède la 3G. C'est aussi, mais pour rentrer plus dans les détails, c'est la nouvelle génération de systèmes radio et d'architecture réseau pour une connectivité à large bande et à faible latence pour rendre le monde programmable possible. Mais ce n'est pas juste une technologie, il s'agit aussi d'améliorer le mode de vie au quotidien et de prendre en compte le facteur humain dans chaque organisation ou communauté. Alors, quels sont les facteurs du marché? Donc ici, nous avons l'évolution du marché mobile au cours des dernières années. Donc, chaque génération cellulaire a été conçue pour un but précis. La 2G pour la voix et le texte, la 3G pour l'Internet et les emails, la 4G pour la vidéo et le haut débit mobile, principalement le streaming vidéo. Et la 5G est là pour prendre en charge tous les services déjà disponibles, mais bien plus encore. Comme vous allez le voir dans la suite, elle fait face à l'hyperconnectivité croissante et elle a le potentiel d'apporter des changements et des avantages socio-économiques importants. Donc, la 5G se produit au bon moment avec d'énormes changements socio-économiques qui sont en cours. Donc, voilà. Juste, Ben, si tu peux revenir un peu en arrière pour rajouter un peu à ce que tu as dit. En fait, à mon avis, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le faible débit des données DG n'a pas comblé les besoins en termes d'accès Internet mobile. Ceci nous a conduit à la demande pour une nouvelle génération, d'où l'arrivée de la 3G, qui a permis d'avoir des services data plus rapides et améliorer le service voix existant. La génération 4G, elle a été designée principalement pour fournir de la capacité avec des débits encore plus élevés, notamment pour les multimédias. En fait, ce qu'il faut savoir d'un point de vue historique, chaque standard cellulaire a évolué autour d'un certain nombre de use cases. Donc, on récapitule, la première génération, c'était la voix. La seconde, c'était la voix améliorée, plus les SMS et les MMS. La 3G a apporté de la data à travers ce qu'on appelle le High Speed Data Packet Access et High Speed en downlink, en uplink, lien descendant et montant. Et la 4G a augmenté le débit, la capacité. Et avec la montée en puissance des objets connectés au cours des prochaines années, il y aura de plus en plus d'utilisateurs avec de plus en plus de supports, c'est-à-dire ce qu'on appelle les devices. Et l'arrivée de nouveaux services et applications émergents requiert une latence réduite et une fiabilité améliorée, une durée de vie plus longue de la batterie avec des débuts utilisateurs plus consistants. C'est ce que je voulais rajouter. Oui, exactement. Donc ici, nous avons une évolution socio-économique selon le
professeur Kaols, on arrive à une 4e révolution industrielle. Donc, cette révolution se caractérise par une gamme de technologies comprenant l'Internet des objets, la conduite autonome, l'intelligence artificielle, la robotique, les appareils portables, la bio et la nanotechnologie. Donc, ces technologies fusionnent ensemble, fusionnent les mondes physiques, numériques et biologiques et ont un impact sur toutes les disciplines, que ce soit économique ou industriel. Alors, pourquoi nous avons besoin de la 5G? C'est une question qui revient très souvent. Donc, vous le savez tous, au cours des 10 dernières années, nous avons assisté à l'explosion spectaculaire des appareils personnels intelligents, smartphones, tablettes, combinés à l'expansion des réseaux de données pour les entreprises et les grandes institutions et à la croissance des services à très haut débit pour l'accès sans fil et fixe. Les téléphones intelligents aussi ont joué un rôle majeur dans le passage de l'industrie mobile des services tels que la voix, le texte, un modèle de plus en plus centré sur les données. Donc ici, nous pouvons voir l'évolution au cours des années des objets connectés et du monde de tout ce qui est connecté. De plus, avec, comme l'a dit Amadou, avec la croissance prévue de l'Internet des objets au cours des prochaines années, il y aura plus d'utilisateurs, plus d'appareils et une gamme de types d'appareils plus diversifiés que jamais. Et à cela, nous rajoutons que avec la 3G et la 4G et les petites cellules, les opérateurs ne seront plus en mesure de répondre de manière rentable, ne serait-ce que la moitié de la demande laissée intacte par les types Wi-Fi. Donc, vous comprendrez que la 4G n'est plus suffisante. Donc, ici, nous avons quelques chiffres qui le montrent. D'après des études faites par Statista, on prévoit le nombre d'utilisateurs mobiles dans le monde atteindre 6,95 milliards en 2020 et dépasser 7,3 milliards d'ici la fin de 2023. Le nombre d'appareils connectés aussi va augmenter. Donc, le nombre d'appareils mobiles dépasse le nombre d'utilisateurs car de nombreux utilisateurs ont plus d'un appareil. Donc, on parle de 15,9 milliards d'ici la fin de 2022. Nous avons aussi le nombre d'appareils connectés qui va atteindre 40 milliards d'ici 2020. Donc, ceci augmente la consommation mondiale de bande passante. Donc, le groupe Cisco prévoit que malgré toutes ces connexions, nous estimons à plus de 99% le nombre d'appareils qui ne sont pas encore connectés. Donc, selon eux, nous commençons à peine à connecter les non connectés. Donc, vous pouvez imaginer toute la demande en termes d'appareils à connecter. De plus, comme indiqué précédemment, les connexions mobiles ne sont pas seulement établies entre des personnes, mais de plus en plus par des machines et des objets. Donc, les analystes du secteur estiment que le nombre d'appareils connectés
que le nombre d'appareils connectés pourra être compris entre 20 et 100 milliards d'ici 2020, 1000 milliards d'ici 2035. Donc, de toute évidence, le réseau basé sur des modèles hérités avec un cycle sans fin de mise en niveau coûteuse n'est pas du tout viable. Un changement donc est nécessaire dans la façon dont nous construisons les réseaux. Donc, compte tenu de toutes ces données-là, la 4G sera bientôt épuisée dans le marché développé et la 5G devient donc obligatoire pour surmonter les contraintes de capacité et atteindre le spectre et l'efficacité spectrale. Donc ici, nous pouvons voir que la demande est sera largement supérieure à ce que la 4G propose aujourd'hui. Donc, le moment exact dépend du marché géographique. Par exemple, la 5G a été lancée par les 4 principaux CSP. CSP qui veut dire fournisseurs de services de communication. Et d'ici 2022-2023, la 4G ne sera pas en mesure de fournir la capacité requise de manière économique. Donc, ces CSP-là continueront de développer la capacité 4G, mais ils devront accélérer les déploiements de la 5G en parallèle. Donc, nous allons faire un deuxième quiz pour... Ouais. Merci Ben. Je vais reprendre la main. Et nous allons faire le second quiz. Donc, il faudra aller toujours sur le même lien kahoot.it. Un code PIN sera généré tout à l'heure. Et vous pouvez rentrer ce code PIN-là pour pouvoir jouer. Vous devriez normalement pouvoir voir mon écran. Oui, oui, tout à fait. J'attends les premiers joueurs qui se connectent tout doucement. Il y a 20 personnes qui sont connectées. Est-ce qu'il y en a encore qui essaient de se connecter? N'hésitez pas à vous connecter. Ce serait idéal que l'on puisse atteindre le nombre maximum de connexions. N'ayez pas peur, même si vous perdez, ce n'est pas grave. Ok, nous sommes à 20 connexions. Est-ce que je dois espérer encore d'autres connexions? Pas de regret? Bon, allez, C'est on va y aller. parti. Ouais. Préparez-vous. C'est parti.
Donc, cette question, il y a Loïc L qui a répondu le plus vite à cette question. Donc, bravo à Loïc. Nous allons aller à la seconde question. La seconde question, c'est, je vais le lire en anglais. Hein. Older mobile network generation will disappear with the arrival of the 5G network. Est-ce que les anciennes générations vont disparaître à l'arrivée de la 5G? C'est ça la question. Ah ben, les gens répondent super vite. Hein. Alors, on va voir qui a répondu. Loïc a été déclassé par moi. Ben, on verra qui sera plus rapide lors de la troisième question. Troisième question. To accommodate faster data transmission speeds, 5G has greater bandwidth. What other term is synonymous with bandwidth? Quel autre terme est synonyme de bande passante? Cette question dure 60 secondes, donc 1 minute. Déjà 18 réponses, 19. Ah, il y a plus de personnes qui sont connectées, c'est bien. Tout le monde a répondu. Alors, on verra qui a rapporté cette manche. Loïc L est troisième. Dali, deuxième. Qui est premier? Waouh, la même personne, bravo. C'est encore lui. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question si les gagnants pourront recevoir un 3310. Bon, ça c'est à voir. Ok, nous allons poursuivre le cours de notre présentation. Je vais passer la main à Patricia. Patricia, voilà, Patricia. Oui. N'hésite pas à demander les contrôles pour que je puisse accepter. Ah oui, j'arrive. Ouais, pas de problème. Voilà, je viens d'approuver. Ok. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, oui, bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter les requirements de réseau 5G et 5G et je vais vous parler aussi des cas d'utilisation. Donc, pour que la 5G puisse répondre aux questions, aux exigences des utilisateurs, elle aura 3 caractéristiques principales qui permettraient aussi de classer les cas d'utilisation dans 3 groupes. Oui. D'abord, on aura ce qu'on appelle le stream mobile broadband qui augmentera la capacité de réseau et on aura un meilleur débit. Ça serait pour les applications qui ont besoin d'une grande quantité de bandes passantes sur demande, comme par exemple les applications des jeux vidéo et la réalité augmentée. Après, on aura aussi la communication massive entre machines parce qu'avec la 5G, tout sera connecté. Et il y aura une révolution et une augmentation des applications et des objets connectés. Et ce type d'application, normalement, utilise grande quantité de capteurs qui transmettent un petit volume de données et qui sont pas chers. Et on aura aussi la communication critique entre machines. Et ça serait pour les applications qui ont besoin d'une communication immédiate et une réponse très vite. Et sont des opérations critiques. Et ça sera pour les applications comme les voitures autonomes et les contrôles des robots à distance. Donc, si on voit tout ça un peu plus en détail avec des chiffres, la capacité qu'on a maintenant avec la 5G est entre 10 mégabits par seconde jusqu'à 100 mégabits par seconde et on a un pic qui va jusqu'à 1 gigabit par seconde. Mais ça, c'est pas assez. Et avec la 5G, on espère passer à au moins 100 mégabits par seconde et en tout moment. Et aussi, on aura
un pic qui va aller qui va être supérieur à 10 gigabits par seconde. Avec le monde des objets connectés, il y aura une augmentation des objets. Par exemple, maintenant, avec la 4G, on estime d'avoir environ 100 000 objets connectés par kilomètre carré et des capteurs qui ont une autonomie de batterie d'entre 5 et 10 ans. Et avec la 5G, ça va beaucoup augmenter. On aura plus de 1 million d'objets par kilomètre carré et l'autonomie de vie, ça sera supérieur à 10 ans. Pour la communication entre machines, il y a un sujet qui est très important, qui est la latence. Et la latence signifie c'est le délai de transmission des données. Et donc, avec la 4G, on a une latence de 10 millisecondes, mais avec la 5G, le plan est de passer à avoir seulement 1 milliseconde de latence. Et ça, c'est pour les applications qui sont vraiment critiques. Donc, la 5G permettra la création de nouveaux cas d'utilisation et on aura des bénéfices dans tous les domaines. Par exemple, dans le manufacturing, dans les domaines de l'industrie, on pourra avoir une automatisation des procès et une réduction des coûts à cause de la capture des données en utilisant des capteurs intelligents. Comme ça, on pourra analyser des informations en temps réel et comme ça, adapter les procès. Il y aura aussi la possibilité d'avoir des petites voitures autonomes ou des machines contrôlées à distance qui seront responsables de réaliser les tâches qui sont peut-être plus compliquées ou qui sont plus dangereuses pour les personnes. Et dans le domaine des transports, on aura une amélioration dans la circulation, par exemple avec la gestion de feux dynamiques. Et aussi, on aura les voitures autonomes qui vont apparaître. Et ces voitures autonomes sont capables de communiquer entre elles. Et comme ça, on pourra fluidifier, on aura une route plus fluide et plus sécurisée. Dans le domaine de la santé, en général, le système de santé sera amélioré. On aura aussi une meilleure expérience pour les patients et les coûts des soins seront plus petits. Par exemple, les patients pourront être suivis avec des capteurs qui transmettent des données en temps réel. Et aussi, par exemple, les zones rurales qui sont un peu plus éloignées pourront avoir accès aux télémédecines parce qu'on pourra transmettre des vidéos de très haute qualité. Et aussi, on pourra pratiquer la chirurgie à distance avec des robots spécialisés. Et c'est un cas où on a besoin de beaucoup de précision et c'est là où la latence est très, très importante. Dans le domaine des sports et les divertissements, en plus, toutes les révolutions dans les jeux vidéo et les applications de réalité augmentée, on aura ce qu'on appelle les stades intelligents. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir ce qu'ils ont fait dans le Super Bowl de cette année aux États-Unis, mais il y avait Verizon qui a déployé un réseau 5G dans la ville de Miami. Et là, pendant les jeux, on arrivait à avoir des débits de jusqu'à 800 mégabits par seconde, et malgré la concentration des utilisateurs. Et aussi, ils ont fait des trucs sympas avec des applications qui permettraient sur les smartphones d'afficher des informations en temps réel en utilisant la réalité augmentée. Dans le cas de la sécurité, en général, on aura plus d'informations et un temps de réponse plus vite en cas d'urgence. Et aussi, par exemple, les systèmes
de surveillance vidéo et pourront transmettre des données en plus haute qualité. Pour l'exploitation minière, bon, c'est déjà une activité qui se déroule dans des environnements qui sont dangereux et d'accès difficile. Donc, dans cet espace, on pourra déployer des réseaux privés qui permettra d'automatiser des procès et d'avoir des surveillances avec des drones ou des petits robots. Et comme ça, l'environnement deviendra plus sécurisé. Et dans le domaine de l'électricité, on aura ce qu'on connaît comme les réseaux électriques intelligents. Et, Juste peut-être Patricia, pour un peu renforcer ce que tu as dit sur notamment la partie manufacturing, là, ouais. Avec la 5G, il va y arriver ce qu'on appelle les réseaux privés. Par exemple, il y a certains industriels en Allemagne, dans l'industrie automobile notamment, qui ont acheté des licences pour pouvoir déployer leurs propres réseaux 5G. Il y a Volkswagen, par exemple, qui veut utiliser la 5G pour mener à bien des tâches industrielles. Et dans les usines de Wolfsburg, ils ont environ 5000 robots qui sont connectés à Internet. Et à travers la 5G, ces robots-là seront encore plus rapides et plus efficaces dans l'exécution des tâches. Donc, c'est vraiment une coordination à temps réel entre les robots dans cette usine. Ça, c'est un exemple typique de ce que peut faire la 5G dans le domaine du manufacturing, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, donc je finis avec le cas de l'industrie de l'énergie. Donc, avec les réseaux électriques intelligents, on pourra surveiller les comportements des réseaux électriques et identifier des problèmes de manière immédiate. Et comme ça, on aura une réduction des coûts. Il y aura aussi une meilleure prévision des besoins et grâce à l'analyse des données capturées par des capteurs. Et oui, donc on va voir un peu plus en détail la latence, qui est l'un des défis les plus grands de la 5G. Donc, la latence devient très importante dans certaines applications. Par exemple, imaginez-vous que vous êtes en train de jouer un jeu en ligne ou vous utilisez une application avec la réalité virtuelle et la connexion, ça ne se passe pas trop bien et le jeu commence à bloquer. Ça devient gênant et ça ne donne plus envie de jouer. Donc, ça, c'est un cas où la latence a un impact important dans l'expérience utilisateur. Et juste pour avoir une idée de ce que représente une latence de 1 milliseconde, donc si on voit par rapport aux réactions du corps humain, la réaction musculaire est de 1 seconde. La réaction auditive est de 100 millisecondes. La réaction visuelle est de 10 millisecondes et seulement la réaction tactile est de 1 milliseconde. Et c'est à ce point-là que la 5G veut arriver. Et on va revenir un peu sur les sujets des voitures autonomes. Donc, ces voitures ont une grande quantité de capteurs qui les permet de connaître leur entourage et de faire des analyses sur ce qui se passe autour d'elles. Elles peuvent aussi se communiquer entre elles. Et c'est comme ça qu'on va arriver à diminuer les embouteillages et aussi réduire les accidents. Parce que on a plus de 1 million de décès dans des accidents de la rue par an et plus de 50 millions de personnes qui sont blessées. Et étant donné que le 90% des accidents de la route sont liés aux erreurs humaines, et avec les voitures autonomes, on pourra réduire de 50% ces accidents du fait de la basse latence et les temps de réaction très vite qu'on pourra avoir avec la 5G. Merci Donc, beaucoup. on va passer au troisième quiz. Ouais. Merci, Patricia. Je vais vous montrer
les troisième set de quiz. Et vous connaissez maintenant la chanson, hein? Rentrez les codes PIN, le pseudo, et ça sera reparti. Allez. On aura 3 questions pour ce quiz-là. Voilà, les codes PIN vont apparaître d'un moment à l'autre. Connectez-vous. Je vois 12 personnes connectées, 14. C'est toujours le même principe, hein? Rapidité. On verra s'il y a quelqu'un qui sera capable de détrôner celui qui se fait appeler moi. Il y a 17 connectés. J'attends encore. Si on atteint 20, 22, on pourra commencer. Il y avait 20 connectés lors de la dernière question, lors du dernier quiz plutôt. Il y a encore des connexions qui arrivent. Bon. Ok, bon, on peut commencer. Je vois 17 personnes connectées. Les autres, n'hésitez pas à rejoindre le train. Ça va commencer dans 3, 2, 1 seconde. La première question, 5G will offer latency of 1 millisecond or lower. What does latency refers to? Donc, la 5G va offrir des latences d'une milliseconde ou inférieure ou égale à une milliseconde. Que signifie la latence? Douze réponses déjà. Sachez que toutes les réponses se trouvent dans les slides précédents. C'est pourquoi il faut suivre attentivement. On a 17 réponses. OK. Ah ben, c'est toujours moi qui remporte la mise pour cette première question. Next. Alors, 5G use cases can be broadly split into 3 use cases categories. Which are them? Donc, les cas d'usage de la 5G peuvent être répartis en 3 catégories. Quelles sont ces 3 catégories? Il y a 19 personnes qui ont répondu. Je pense qu'on a plus de réponses à cette question comparée à la précédente. And the winner is... c'est toujours la même personne. Je sens qu'il va exploser les compteurs là. Troisième question. What is the expected peak theoretical throughput for extreme massive broadband use case? Quel est le débit maximum attendu pour le cas d'usage extreme massive mobile broadband? Nous allons découvrir les résultats maintenant.
Eh ben, c'est toujours la même personne qui remporte la mise, suivie de près par Loïc et Elliot. Bravo. Et nous allons poursuivre la présentation. Je vais passer la main à Maria. Maria, n'hésite pas à demander les contrôles. Et comme ça, je te passe la main. OK. À toi. OK, c'est bon. D'accord. Maintenant, je vais vous parler sur l'aspect technique. Je vais essayer de les faire le plus simple possible. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur les chats. Donc, je vais commencer pour la partie d'architecture. Et pour la 5G, on a deux grandes familles qui s'appellent non-standalone et standalone. Pour les cas non-standalone, comme son nom l'indique, on utilise la 5G plus la 4G. Et après, tout ce qui va changer entre les différentes familles non-standalone 3 et famille 7 et 4, c'est si on va passer par la partie control plane plus user plane, soit par la 4G ou soit par la 5G. Après, pour les standalone, les control plane et les user plane c'est plutôt de la data, et tout va passer par la 5G. Et bien évidemment, avant d'avoir l'option standalone, on avait l'option non standalone pour utiliser toute l'infrastructure qui était avant déployée pour la 4G. Après, on passe sur le spectre de fréquences utilisé pour la 5G. Et, bon, d'abord, je vais vous parler sur ce qu'on appelle FR1. C'est les ondes qui vont entre 450 MHz jusqu'à 6 GHz. Ce sont des centimeter waves et on les appelle des macrocelles. Ce sont des ondes qui ont une ampleur plus large par rapport à celui de FR2. Et ces ondes permettent aussi d'avoir un coverage indoor. Après, quand on parle de FR2, c'est des ondes qui ont entre les 24 GHz jusqu'à 52,6 GHz. Ce sont des small cells. Et dans ce cas-là, comme on peut voir dans la partie droite de l'image, la longueur d'onde elle est plus petite. Du coup, la couverture va être sur des courtes distances. Mais de l'autre côté, le throughput sera plus élevé. OK. Autre sujet important à vous présenter, c'est le concept de end-to-end distributed cloud. Ici, on a une image qui montre un peu comment c'était avant la 5G. Quand je parle de la partie accès, ça peut être du Wi-Fi, du câblé, de la fibre ADSL, etc. Et les users peuvent être vous avec votre smartphone ou la fibre qui arrive à la box chez vous, ou toutes les personnes qui sont connectées dans une entreprise. Du coup, toute la data doit aller jusqu'à un data center qui était plutôt centralisé et éloigné de la partie accès. Et ça faisait que la latence était plus élevée, parce que la latence, elle est le temps de la retour de la signal. Et si le data center était plus éloigné, du coup, la latence était plus élevée. Donc, pour la 5G, on introduit un concept de distributed cloud avec une répartition de tout ce que c'est les serveurs et la partie application et sur des clouds qui sont plus proches de tout ce que c'est la partie accès. Et du coup, ça fait que la valeur de la latence était plus petite et ça permettait d'aller jusqu'à la valeur de 1 milliseconde qui a été déjà expliqué précédemment par ma collègue Patricia. Et finalement, je vous parle sur le network slicing. Pour le network slicing, on parle d'une customisation de bout en bout sur toutes les instances du réseau. Ça permet d'allouer des services spécifiques pour
pour avoir une qualité de service pour chaque type d'application. Donc, du coup, on parle de qualité de service différenciée. Et quand je parle des applications, je parle de tous les cas de figure déjà présentés, par exemple pour la partie des objets connectés, et la partie santé, les voitures autonomes. Donc, chaque type d'application va avoir besoin d'un service de latence ou de throughput ou de connectivité qui va être différent. Du coup, la network slicing permet d'avoir un service différencié pour chaque application. Et ça va être géré au niveau des opérateurs. Et bien évidemment, les prix il va changer. Ça ne va pas être les mêmes types de services que vous aurez besoin pour regarder une vidéo en streaming que les services qui auraient besoin d'une entreprise avec des milliards de sensors connectés. Du coup, ça, c'est la fonctionnalité principale de network slicing. Et maintenant, on va passer sur les dernières quiz. Donc, bon, Amadou, tu étais dans la main. Oui, merci Maria. Nous allons passer au dernier quiz avant d'entamer les derniers chapitres de notre présentation. Pendant que je montre le quiz, alors, un instant. Donc, ouais, comme disait Maria, le slicing est un concept assez important. En fait, c'est un concept qui permet une découpe virtuelle du réseau des télécommunications en plusieurs tranches. Ce sont ces tranches-là qu'on appelle les slices. OK. Le code PIN va s'afficher d'un moment à l'autre. Je vous laisse vous connecter. Vincent est là. OK, on est à 10 connectés. Continuez à vous connecter. Xavier vous envoie le code PIN dans le chat aussi, hein, donc ça vous évitera de... Vous pouvez faire des copier-coller. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, on est à 16. Il me semble qu'on est plus de 20. Vous êtes plus de 20, donc n'hésitez pas à vous connecter. Bon, s'il n'y a plus d'autres personnes qui essaient de se connecter, nous allons lancer le quiz. Allez, c'est parti. Alors, ce quiz comprend 3 questions. La première question, in early deployment phase, 5G radio will stand with 4G core network. What is the name of such scenario? Donc, ça dit que dans les premières phases de déploiement, la radio 5G marchera avec un cœur de réseau 4G. Quel est le nom d'un tel scénario? And the winner is Loïc Laroche. Bravo Loïc. On va voir qui pourra faire mieux lors de la seconde question. Alors, la seconde question, which statement is correct for standalone network? Laquelle de ces phrases est vraie pour les réseaux standalone? Cette question dure 1 minute. Hein. Il y en a qui ont déjà répondu en moins de 30 secondes.
Voilà, tout le monde a répondu en moins de 20 secondes avant la fin de la question. Ça, c'est très bien. And the winner is Karen. Bravo, Karen. Ensuite, dernière question. Dernière question nous dit Distributed Cloud allows to. Première réponse, increase E2E latency since the edge cloud is closer to access network. Deuxième réponse proposée, decrease end-to-end latency since the edge cloud is closer to access network. Rouge ou bleu, à vous de me le dire. Et nous allons découvrir celui qui est en haut du podium. Louis est troisième, JL deuxième, et le champion est, ou la championne, Karen. Bravo, Karen. Ok, très bien. Nous allons poursuivre la présentation. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir joué le jeu de ce quiz. Et une grande partie d'entre vous a répondu correctement à chacune des questions, ce qui signifie que vous avez suivi attentivement. Merci. Alors, nous allons passer à la troisième partie. La troisième partie, nous allons parler du site Nokia Paris-Saclay, ensuite parler de nos parcours individuels. Le site de Nokia Paris-Saclay, c'est un site qui compte, alors je parle sous le contrôle de mes collègues, je pense environ 4000 employés. Il y a les employés de Nokia avec ses filiales, Alcatel Submarine Network, il y a aussi RFS, Radio Frequency System. Je crois qu'il y a d'autres startups qui sont hébergées aussi sur le site. C'est un site assez innovant qui a beaucoup de laboratoires où on peut faire pas mal de tests. On a aussi ce qu'on appelle des OTR over the air, c'est-à-dire qu'on a vraiment des installations physiques des sites qui nous permettent de faire des tests pour les clients avant de déployer un produit, que ce soit du matériel ou du logiciel chez un client. Donc, il y a aussi voilà, des centres pour faire des démos, des use cases. C'est vraiment un site assez complet et où il se passe pas mal de choses concernant la 5G. C'est un site unique, je dirais même en Europe, quoi, dans ce gabarit-là. Maintenant, passons à nos parcours individuels. Je passe la main à Patricia qui va nous parler de son parcours. Patricia, ouais. The floor is yours. Un instant, donne-moi juste 2 secondes. Voilà, vas-y, à toi. Oui, donc pour mon parcours professionnel et mon parcours en tant qu'étudiante, bon, attends, est-ce que je le contrôle? Oui, je suis née au Venezuela, donc j'ai commencé à faire mes études là-bas et j'ai fait l'ingénierie informatique et en 2016, j'ai eu mon diplôme. Après, c'est cette année-là que je suis venue en France pour faire mon master et je l'ai fait à Télécom Sud Paris. Et c'était un Master of Science, c'était l'informatique pour les réseaux de communication. Et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai eu l'opportunité de joindre Nokia dans le groupe de Mobile Networks pour faire, bon, j'ai fait mon stage de 6 mois. Et le travail que j'ai fait était lié au développement logiciel et j'ai travaillé surtout dans l'amélioration de la performance d'un algorithme. Et bon, tout s'est bien passé pendant mon stage et j'ai même eu un prix au meilleur stagiaire de Nokia cette année-là. Et bon, j'étais très contente. Et tout s'est tellement bien passé qu'après, j'ai été embauchée en octobre 2018. Et donc, ça fait déjà 2 ans que je travaille là et en tant que software engineer. Et maintenant, mon travail consiste à faire le développement des fonctionnalités des radiobases de la 5G. Et on travaille dans un environnement agile et avec des petites livraisons, mais et
continuous delivery, il s'appelle. Et on a aussi l'intégration continue de code parce que c'est un code où vraiment travaille beaucoup de monde. Et il y a aussi une activité parallèle à mon travail qui est le support, que c'est une activité qu'on fait à côté des testeurs. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'opportunité d'aller en déplacement en 2019 à Finlande. Donc, c'était une expérience super. Merci, Patricia. Son parcours prouve que chez Nokia, on peut être stagiaire et employé par la suite. Bravo. Je passe la main à Maria. Alors, j'ai approuvé. Ok. Maria, tu as la main normalement. D'accord, c'est bon. Bon, pour mon parcours, moi, je suis venue aussi, je suis de Venezuela aussi, comme Patricia. Et pour mon parcours, j'ai étudié l'ingénierie électronique. Et après avoir fini mes études, je suis venue en France pour faire un master. Et le master c'était sur les réseaux optiques et systèmes photoniques. Donc, c'était un domaine assez large. On travaillait un peu avec les processements de signaux, avec aussi on partit sur la partie des nanophotoniques, des lasers. Donc, c'était vraiment connaître un peu le domaine télécom de bout en bout. Et après, pour mon stage, j'ai fait un Nokia Bell Labs. C'est le centre de recherche. Et j'ai travaillé sur un algorithme fait sur une FPGA qui améliorait la latence. Et ça a aidé à diminuer la valeur de la latence pour un data center optique et aussi la valeur du jitter. Après d'avoir fini mon stage, j'ai été embauchée comme développeur de C++, mais cette fois à Nokia. Et maintenant, je travaille toujours chez Nokia, mais plutôt pour la partie de support. Et je travaille sur des features télécom en faisant du code, mais surtout sur la partie de support pour les customer clients, dans lesquels on doit faire un peu de debugging sur des features comme les beamforming, les multi-user MIMO. Et ça te permet d'avoir une vision plus large de bout en bout sur l'aspect télécom. Merci, merci Maria. Je vais passer la main à Ben. Ben, n'hésite pas à demander la main. Ok. Vas-y, s'il te plaît. Alors, pour ma part, je viens du Sénégal, donc je suis venue après mon baccalauréat. Donc, j'ai fait une prépa, donc à l'issue duquel j'ai intégré l'NCA, qui est une école généraliste en électronique. Donc, j'ai fait là-bas mes 3 ans de formation et la 3e année, je me suis spécialisée en réseau et télécommunications. Et en parallèle, je faisais un master en recherche en réseau et télécommunications aussi à l'université de Cergy-Pontoise. Donc, lors de ma formation académique, j'ai fait un stage à Chicago, un stage qui portait sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, le but, c'était de concevoir une maison connectée. Donc, et en troisième année, j'ai fait mon stage de fin d'études à Nokia, où j'ai travaillé dans l'équipe Continuous Integration. Donc, c'est l'équipe qui s'occupe de la livraison de code. Et ma mission était de concevoir un dashboard intelligent qui permettait de réduire les interventions manuelles dans la livraison de code. Donc, en gros, il fallait prédire le résultat des tests unitaires. Et ça s'est bien passé et j'ai pu du coup
continuer avec Nokia. J'ai été embauchée en tant que testeur. Donc, la mission, c'est de tester des fonctionnalités de la 5G comme le débit, la performance réseau et de remonter les problèmes rencontrés aux designers. Donc, voilà pour ma part. Merci Ben. À mon tour de parler de mon parcours. Alors moi, je suis Amadou Bayo, je viens de Guinée, Conakry. Je travaille chez Nokia dans l'équipe Customer Support. On fait ce qu'on appelle la Quality of Experience. Le titre de mon job, c'est Wireless Network Performance Engineer. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? En fait, dans mon équipe, on introduit les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux de nos clients opérateurs. Les fonctionnalités, ça peut être, par exemple, dans le cas de la 5G, ça peut être l'introduction de la mobilité, c'est-à-dire que si une personne se déplace d'un point A à un point B, que sa communication soit maintenue. Et on optimise le réseau aussi, c'est-à-dire qu'on propose des améliorations continues à travers le changement d'un paramètre ou à travers un positionnement spécifique de l'antenne, de telle sorte que les performances globales du réseau soient meilleures. Et on fait ça diversement. Ça peut être des supports à distance, c'est-à-dire que voilà, on reste en France ici, on supporte un client, ou ça peut être des déplacements sur le terrain. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des déplacements sur le terrain. L'an dernier, en novembre, entre novembre et décembre, je suis allé en Arabie Saoudite 2 fois de suite. C'était très enrichissant, où je leur ai permis d'introduire quelques fonctionnalités sur les réseaux 5G qui étaient en construction là-bas. Maintenant, parlant de mon parcours académique, et je suis aussi diplômé de l'NCA, comme Ben. L'NCA, c'est une école qui est généraliste en électronique, informatique et télécom. Moi, en dernière année, je me suis bien évidemment spécialisé aussi en réseau télécom sans fil, en faisant un Erasmus à Oulu. Oulu, c'est en Finlande. C'était très enrichissant. À la suite de cet Erasmus-là, je suis revenu en France pour faire mon stage de fin d'études chez Alcatel-Lucent à l'époque, avant que Nokia ne rachète Alcatel-Lucent. J'ai travaillé sur l'exposition aux ondes électromagnétiques des antennes à faible puissance qu'on appelle les small cells, en français petites cellules. À la suite du stage, j'ai fait du consulting. J'ai travaillé successivement chez Amari et AK Technologies. J'ai fait du consulting j'ai fait du network design, c'est-à-dire concevoir un réseau de A à Z pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Ça peut être pour densifier un réseau ou pour répondre à un problème de capacité du réseau. Je travaille aussi sur les aspects IoT, Internet of Things, notamment sur la technologie LoRa, pour pouvoir, dans les cas d'usage, peuvent être par exemple le contrôle de l'éclairage public ou le contrôle du taux de remplissage de poubelles, etc. etc. Voici pour mon parcours académique et mon expérience. Et juste en termes de date, moi j'ai été diplômé en 2015. Et donc, depuis 2015, j'ai fait 3 boîtes. En fait. J'ai fait 2 boîtes de consulting et ma dernière boîte, c'est Nokia depuis 2018. Je pense que nous allons pouvoir passer à la section Q&A, la partie questions-réponses. Et parallèlement, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice. L'exercice qui va constituer à créer un nuage de mots. Donc, il y a une question à laquelle chacun va pouvoir répondre à travers en apportant 4 réponses. C'est qu'est-ce que la 5G évoque chez vous, en fait, après avoir suivi cette présentation-là. Donnez-moi un instant que je partage le lien avec vous. Alors, je pars dans la partie chat. Voici le lien. Vous allez sur le lien. Le site s'appelle menti.com. Et ensuite, je crois lorsque vous voyez sur le lien, il faudra juste... la question va apparaître tout de suite et vous pouvez y répondre. Vous dites en 4 mots ce que la 5G évoque chez vous.
et nous verrons le résultat en live. Hein. Les mots vont apparaître ici. N'hésitez pas à le dire en français, en anglais, voilà, varié. Maintenant, je pense qu'on peut répondre parallèlement aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions, il me semble. Alors, est-ce que le Mumimo et Beamforming demandent des codes? Oui, je l'ai répondu. C'était D'accord. à Babacar. Et oui, bon, je savais s'il me demandé en termes de code C++ ou coding du message, mais bon, la réponse est oui pour les deux cas. Oui. Mais pour te répondre aussi, Babacar, que tu disais que tu n'aimes pas trop le code, bah, je pense de toute façon, il faut avoir un minimum de code, mais pour la partie télécom, je pense que chez Nokia, c'est vraiment intéressant parce que ça te montre vraiment des technologies qui touchent tous les composants. Donc, je pense que c'est une expérience vraiment enrichissante. Et aussi, par exemple, c'est vrai qu'il y en a qui codent pas mal. Par exemple, moi, dans mon équipe, enfin, on ne code pas vraiment. Donc, il y a vraiment plusieurs types de métiers chez Nokia aussi, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez toutes vos questions. Vous avez des experts ici, donc posez vos questions. Je vois que les nuages de mots s'y remplissent de plus en plus. Ça, c'est bien. On n'a pas de questions, on dit rien. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura permis d'élever, de comprendre en tout cas quelques aspects de la 5G. Bien entendu, ça reste très vaste. On a une question. Hein. Quels sont les impacts des ondes produites par la 5G sur la santé? Ah. Très bonne question. Quels sont les impacts? Alors, en tout cas, toutes les études qu'il y a eu jusqu'à présent ne montrent pas un impact sur la santé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits télécoms obéissent à un certain nombre de normes. Par exemple, en Europe, ici, il y a ce qu'on appelle la norme ICNIR. L'ICNIR, c'est un terme qui est long. Je vais écrire dans le chat et vous pouvez chercher après l'acronyme sur Internet. Ils définissent des normes auxquelles doivent obéir les équipements d'accès radio en fonction des bandes de fréquences dans lesquelles ces équipements d'accès radio seront déployés. Et ce sont des études qui sont faites de telle sorte que le déploiement de ces équipements radio ne puisse pas nuire à la santé des individus. Pour le marché américain, c'est FCC, Federal Communication Commission. Et je crois pour le marché canadien, on appelle ça Canada Safety Code 6. Donc, tous les équipements sont faits pour obéir, pour pouvoir respecter ces normes-là. OK. Il nous reste 4 minutes. Je vois que le nuage de mots s'est rempli très bien. Continuez à y répondre. J'en profite pour refaire un appel aux élèves s'ils veulent bien aller se connecter sur le sondage, que je puisse avancer sur les questions aussi, puisque vous êtes 18 connectés et qu'il n'y a eu que 9 réponses. Et ça me permettra aussi de voir quels sont les profils des élèves qui sont inscrits dans le cycle d'études. OK. S'il y a des questions, en tout cas, nous allons répondre jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste 3 minutes. En tout cas, je ne sais pas si déjà dans vos cours, vous avez déjà des modules sur la 5G. Si vous avez des travaux pratiques, vous essayez d'imaginer des use cases autour de la 5G. Et
comme on disait, hein, contrairement aux technologies, la 5G est considérée vraiment comme une révolution complète, quoi. On va l'appeler la 4e révolution industrielle. Hein. Et donc, il y a tout un tas de cas d'usage qui peuvent se développer. Et c'est aussi un moyen important pour les gens de développer des idées des startups, par exemple. Donc, réfléchissez-y. Je pense qu'il est temps. Oui. Oui, avant de conclure, puisqu'il reste 2 minutes. Donc, il y a Florence qui a partagé également un lien pour avoir des informations sur notre site. Également, pour les recherches de stage éventuellement, donc regardez dans le chat, le lien a été partagé également. Ok. Je crois qu'il y a Babacar qui posait la question sur le slicing. On n'a pas beaucoup de temps, Babacar, mais je ne sais pas si tu as une question spécifique par rapport au slicing. Je ne sais pas si Maria, tu peux... Enfin, le slicing, à mon avis, ce qu'il faut comprendre grosso modo, c'est que c'est un concept qui permet une découpe virtuelle des réseaux de télécommunications en plusieurs tranches qu'on va appeler slice. Cela va permettre de fournir des performances différentes associées à chaque tranche et donc d'allouer des ressources dédiées par type d'usage ou d'objet. Par exemple, en termes de fiabilité, des bandes passantes ou des latences. Ça peut être accordé, par exemple, une priorité plus grande à des services qui vont secourir les individus. Ça peut être les services de police ou comment on appelle ça, les pompiers ou autres, par rapport à quelqu'un qui veut uniquement utiliser les réseaux pour regarder le dernier épisode de Game of Thrones, quoi. Je vais vous remercier puisqu'on arrive dans la dernière minute pour être courtois avec tout le monde. Merci encore à tous nos intervenants. Merci à Nokia d'avoir fait cette conférence sur le 5G et n'hésitez pas à m'envoyer effectivement des offres s'il y a besoin ou pour prendre contact. Si on peut, dites-moi s'il y a possibilité de donner aussi vos coordonnées. Enfin, repasser par RE et par moi si besoin était. Voilà. Merci à vous tous, merci aux conférenciers, merci aux participants. Puis bon, on vous souhaite une bonne journée et on reste connecté. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.